Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir Bayram Bakchi. D'abord l'ami depuis bientôt 25 ans, même plus, depuis Plus même, plus. Depuis que nous avons fait nos études ensemble à Aix-en-Provence, au pays du soleil. Et depuis, nous nous sommes rencontrés à maintes reprises, nous avons gardé nos relations au niveau scientifique et aussi au niveau humain. Je suis très content d'avoir Bayram ce soir pour nous parler de la Turquie. Mais avant, il faut bien entendu dire que Bayram, il a une thèse en sciences politiques de l'université de l'IEP de Grenoble. N'est-ce pas, Bayram? Tout à fait, exactement, oui. Cher ami professeur Yves Schmeid, si mes souvenirs sont exacts. Exactement, oui. Et maintenant, après plusieurs postes à l'étranger, notamment en Asie centrale et aussi même à Washington, quand il était aussi attaché à la fondation, l'Institut Carnegie, il est actuellement directeur de l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul et il continue à faire des recherches sur la région, mais aussi il est toujours très fidèle à son Asie centrale, à tous ces sujets qui touchent de loin ou de près l'Asie centrale et maintenant le Proche-Orient ainsi. Bayram va nous parler aujourd'hui de Covid-19 en Turquie. Quel impact sur la politique étrangère turque? Donc, il va prendre la parole pendant le temps qu'il désire et je pense que ça ne va pas dépasser les 20 minutes, 25 minutes. Et ensuite, on va discuter un petit peu avant de prendre les questions de nos chers internautes. À toi la parole, cher Bayram. Bien, chers amis, cher Salam, merci infiniment pour cette invitation. Ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui malgré la distance. J'avoue que je préfère les conférences vraies, physiques chez vous, dans vos locaux, parce qu'il y a aussi des bonnes spécialités orientales. J'espère qu'il y aura d'autres occasions plus tard pour refaire sur nos conférences. Mais malheureusement, les conditions actuelles font que nous sommes obligés de nous limiter à cette conférence sous forme de Zoom. Mais ça me fait quand même plaisir d'être avec vous. Donc, pour ce qui est du sujet, comme tu l'as dit tout à l'heure, mon cher Salam, donc je vais vous parler de la crise du coronavirus en Turquie et plus particulièrement de ses implications sur la politique extérieure de la Turquie. Alors, en Turquie, comme partout dans le monde, je crois, depuis que cette crise existe, on ne parle que de ça. Tous les autres sujets passent à la trappe, que n'importe quelle chaîne de télévision, entre les copains, les amis, chaque jour, on ne parle que de ça. Donc, cette centralité de la question du coronavirus fait que il y a d'autres sujets qu'on a tendance à oublier. Et en fait, l'impact de cette crise touche l'économie, la vie en société, nos mouvements, la politique extérieure, les relations sociales. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, je vais essayer de me focaliser sur les implications que ça a sur la politique extérieure de la Turquie et plus particulièrement sur l'initiative importante qui a été prise par la Turquie en plein milieu de la crise, qui consiste à essayer de redynamiser le soft power de la Turquie, qui à un moment a existé, qui est important, et essayer de voir si ces initiatives en matière de soft power prises par le gouvernement pendant la crise de coronavirus a une chance de redynamiser, de redonner un nouveau souffle, un nouveau départ à la politique extérieure qui est, ça c'est mon point de vue, un peu en difficulté, un peu enlisé dans pas mal de conflits dans le monde. Alors, je vais procéder en plusieurs temps. D'abord, je ferai un bref bilan de ce que ça implique pour la Turquie, la crise de coronavirus, comment ça a été géré. Ensuite, dans un deuxième temps, je ferai un petit rappel sur l'état de la politique extérieure de la Turquie au moment, enfin à la veille, avant l'arrivée de la crise en Turquie. Et dans un troisième temps, ce sera la partie la plus importante, ce sera quelles ont été les initiatives prises par la Turquie en plein milieu du coronavirus pour essayer de donner un nouveau souffle à la politique extérieure. Et la dernière, ce sera un peu la conclusion, ce sera est-ce qu'il y a des chances que cela permette à la Turquie de retrouver la politique extérieure dynamique qu'elle avait il y a quelques années. Donc pour commencer, un bref bilan du Covid-19 en Turquie. Donc comme partout dans le monde, c'est arrivé d'une manière prévisible, on le savait, parce qu'elle avait démarré d'abord en Chine, ensuite c'est arrivé en Iran, un pays voisin et important pour la Turquie,
ce qui a permis à la Turquie de voir la gravité de la situation. Et assez rapidement, les autorités turques ont pris des mesures de limitation des déplacements, de suspension des vols vers l'extérieur et des mesures de confinement qui, dans le cas de la Turquie, ont été un peu particulières, ces mesures, parce que le confinement a concerné surtout les plus de 65 ans, confinement absolu, c'est-à-dire interdiction de sortir, et les moins de 20 ans, tout ça dans l'esprit en Turquie pour qu'il y ait l'économie qui continue à tourner, pour ne pas empêcher, provoquer une crise économique en Turquie. Ça a sûr été un peu l'angoisse du pouvoir. Un petit mot sur la gouvernance de la crise, comment elle a été gérée. Eh bien, en fait, à ma grande surprise, au début, quand il est arrivé, je pensais que, étant donné qu'en Turquie, on est un pays où, depuis quelques années, il y a le règne de l'homme seul, c'est Erdogan, le président de la République, qui décide un peu de tout. Et en fait, j'étais agréablement surpris qu'il y avait au contraire une espèce de répartition des tâches entre différents acteurs de l'État turc. D'abord, le président de la République, qui est certes très important. Ensuite, avec le ministère de la Santé. Le ministre de la Santé qui a été très efficace, je trouve, qui a montré son professionnalisme. Il est médecin de formation. Il a été tout à fait à la hauteur de la situation. Du ministère de l'Intérieur, il y a aussi pas mal d'applications, notamment pour gérer le confinement et les déplacements des Turcs. Et enfin, il y a un autre organisme qui est aussi important en Turquie, c'est la Diyanet, donc l'organisme de gestion des affaires religieuses en Turquie. Pourquoi? Parce que c'est dans un pays musulman, c'est aussi important que l'acteur religieux s'implique pour expliquer cette crise comme assez particulière et aussi pour mobiliser les fidèles en matière de lutte contre le coronavirus. Et d'une manière générale, on peut dire qu'il y a eu une espèce de réussite. On peut dire qu'il y a un bilan positif de cette gestion, dans la mesure où, en Turquie, pour un pays de 83 millions d'habitants, si on regarde les chiffres, il y a eu, jusque-là, on dit qu'il y a eu 74 023 confirmés, 147 860 guérisons, et, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, il n'y a eu que 4 763 décès, ce qui n'est pas beaucoup pour un pays de 83 millions d'habitants. Et les raisons de ce succès dans cette gestion de la crise, en fait, on peut les expliquer assez facilement. D'abord, c'est la particularité démographique de la Turquie. Donc, la spécificité de la démographie en Turquie fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de dégâts dans le sens où la population est jeune. Et quand on sait que c'est une maladie, c'est une épidémie qui touche surtout les personnes âgées, dans une population jeune, ça a été plutôt une chance pour la Turquie. Ensuite, le système de santé en Turquie est assez bon et c'est important à souligner parce que c'est ce qui explique aussi la popularité du gouvernement. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 18 ans, le gouvernement actuel a fait des investissements considérables dans le domaine de la santé publique et ça explique aussi à l'heure actuelle, c'est-à-dire que les services d'urgence n'ont jamais été débordés, donc ça a permis de faire face à la crise. Et enfin, il y a aussi une autre raison, c'est la culture et la tradition en matière pour ce qui est de s'occuper des personnes âgées. En Turquie, on est encore dans une société presque traditionnelle, dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'EHPAD pour s'occuper des personnes âgées. C'est surtout à la maison qu'on les gère en famille, avec une mobilisation. Et ça a permis de limiter un peu les dégâts, j'ai envie de dire. Alors, dans un deuxième temps, j'aimerais dire quelques mots sur l'état de la politique extérieure de la Turquie à la veille de la crise. Là, je dirais que, en fait, s'il y a un mot qui vient à l'esprit pour décrire la politique extérieure de la Turquie, c'est le terme de isolement. Alors, bien évidemment, il peut ne pas faire l'unanimité, mais je pense que, effectivement, quand on compare la politique extérieure de la Turquie par rapport à ce qu'elle était, elle a des actions qui ne sont pas du tout populaires, appréciées ni par ses partenaires, ni par ses voisins. La Turquie est enlisée dans des conflits dans la région, donc d'abord en Syrie, bien évidemment. Il y a quand même 3 régions de Syrie où il y a une force militaire, une présence militaire turque, donc avec l'intervention qu'on a appelée l'opération Bouclier de l'Euphrate, la deuxième, la bataille d'Afrin, ensuite l'opération Source de paix, et aussi Idlib, bien évidemment. Donc tout cela, ça donne une image un peu belliqueuse de la Turquie, et ça a contribué à détériorer son image sur la scène internationale. Ensuite, en Irak, là aussi, la Turquie continue d'agir contre le PKK dans ses bases, dans ce fief au nord de l'Irak. Et depuis quelques semaines, vous êtes au courant de l'actualité, la Turquie a aussi une présence militaire importante en Libye. Donc tout ça pour dire que ça donne l'image d'un pays en guerre, avec du hard power, etc. Et enfin, l'autre est des relations aussi avec des partenaires. Là aussi, les relations sont tendues. Les relations entre la Turquie et les États-Unis
pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une différence de perception de ce qu'il faut apporter comme solution pour la Syrie. Ils n'ont pas la même vision de la présence de la question kurde en Syrie. Il y a une divergence entre les deux pays. Mais aussi et surtout, c'est par rapport à la Russie. Le rapprochement turco-russe fait que ça a beaucoup détérioré les relations avec la Turquie et les États-Unis qui sont traditionnellement bonnes. Et là aussi, ça fait partie de ce que essaye de régler le gouvernement turc avec pas mal de difficultés. Avec l'Europe, là aussi, les relations sont tendues, ne sont pas au bout fixe parce qu'il y a notamment la question d'immigration, il y a l'état des droits de l'homme en Turquie qui, en Europe, on estime qu'il y a un recul très net de l'état de droit. Donc, de ce fait, ça continue un peu à détériorer les relations entre la Turquie et l'Europe. Enfin, il y a aussi des tensions méditerranéennes en lien avec la crise en Libye, mais pas seulement. C'est-à-dire que les voisins méditerranéens de la Turquie, la Grèce, Chypre, l'Égypte et Israël sont dans une position presque, ils ont formé un bloc en quelque sorte, une espèce d'union sacrée contre la Turquie. Et face à cela, la Turquie, elle aussi, elle fait appel à une certaine politique elle montre un peu ses muscles. Donc tout ça pour dire que la politique extérieure en Turquie n'est quand même pas très pacifiée, calme, comme elle a pu l'être il y a quelques années. Mais tout n'est pas négatif pour la Turquie. Il y a quand même quelques alliés, elle a quand même quelques amis, quelques alliés dans la région. D'abord le Qatar, avec lequel les relations sont excellentes à tous les niveaux, militaires, politiques, même idéologiques, parce qu'il y a une proximité et même une entente personnelle entre les autorités à la tête des deux États. Avec l'Azerbaïdjan, il y a des relations qui sont bonnes aussi. La Libye. Et enfin la Russie, mais la Russie, sont des relations qui sont certes bonnes à l'heure actuelle, mais qui sont aussi, je dirais, un peu fragiles et vulnérables. On n'est pas à l'abri d'une possible détérioration des relations entre la Turquie et la Russie dans les semaines à venir. Donc tout ça pour vous dire que c'est une politique extérieure compliquée, enlisée dans certains conflits, beaucoup de mésententes, du différend avec les alliés traditionnels. Et pendant ce temps-là, quand est arrivée la crise de coronavirus en Turquie, eh bien en fait, en Turquie, le fait que le pouvoir ait bien géré la crise, en plein milieu de la crise, la Turquie a entrepris une politique de soft power. Je suis désolé de le dire en français, mais je crois en anglais, mais je crois que c'est rentré dans le vocabulaire français maintenant. Donc, elle a essayé d'entreprendre une politique de soft power pour améliorer son image en Turquie et à l'étranger. Alors, je ne vais pas revenir sur la définition de soft power en sciences politiques ou en relations internationales. En gros, ça implique un peu toutes les politiques entreprises par un État pour se créer une image attractive, pour avoir une certaine attractivité, une image positive au niveau de sa politique extérieure, de sa culture. Et en Turquie, ces dernières années, en fait, si on regarde un peu les 20 dernières années, pour ce qui est de la Turquie, il y avait bel et bien un véritable soft power turc jusqu'en 2013. 2013, c'est important parce que c'est une date presque charnière, un point tournant dans l'histoire de la Turquie. Il y a un avant et un après. Donc, en fait, jusqu'en 2013, il y avait un soft power assez important de la Turquie parce que si on prend les différents critères de soft power, on constate que la Turquie les possédait, les détenait. Un des premiers exemples, par exemple, la Turquie était et toujours, mais ça ne se voit pas beaucoup malheureusement, un pays donateur pour tout ce qui est développement, crise humanitaire, etc. Même à l'heure actuelle, mais avant, elle l'était encore plus. Ensuite, en matière de culture, il y avait la culture turque qui était aussi très appréciée dans beaucoup de pays voisins, notamment les séries, la mode, etc. Il y avait une image positive. Les institutions turques jusqu'en 2013, elles étaient relativement démocratiques. Il y avait un pays qui était parfois montré comme un modèle parce qu'il y a un pays musulman, démocratique, ouvert, avec des institutions qui respectent l'état de droit. Il y avait une diplomatie très active et influente et qui était capable d'être médiatrice dans pas mal de conflits dans la région jusqu'en 2013. Et à partir de 2013, pour une multitude de raisons, il y a un déclin, il y a un recul de ce soft power de la Turquie, un recul parce qu'il y a un changement, parce que le climat général dans la région change, en Syrie, en Irak. Ensuite, en Turquie, le pouvoir aussi change, donc c'est aussi lié par rapport au printemps arabe qui ont donné une espèce de printemps turc. Ça, on oublie de le dire. Pour moi, 2013, ce qui s'est passé en 2013, au mouvement Gezi, c'est une forme de printemps arabe. Et tout ça pour dire qu'il y avait un véritable soft power qui a disparu à partir de 2013. Et depuis cette crise, en fait, depuis le coronavirus, on voit un gouvernement turc qui essaie de redynamiser, de recréer un soft power pour
améliorer l'image de la Turquie. Alors, les initiatives qui ont été prises, c'est justement profitant du fait que la Turquie a eu les moyens de bien gérer la crise, elle a eu les moyens de maintenir sa production industrielle pour continuer à fournir des aides à beaucoup de pays. En fait, elle a mis en marche ce qu'on appelle une coronavirus diplomatie, ou COVID, la diplomatie du corona. Et concrètement, assez rapidement, elle a envoyé des aides médicales à plein de pays. Je crois qu'il y avait une centaine de pays qui ont fait la demande et la plupart, ils ont été satisfaits. Alors, j'essaie de les classer par tranche, en fait, par catégorie, par région. D'abord, les Balkans, ça c'est assez curieux. La région des Balkans a toujours été importante pour la Turquie, et pas seulement à cause de l'héritage ottoman. Au contraire, l'héritage ottoman, c'est quelque chose qui est assez décrié dans les pays balkaniques, alors qu'en Turquie, on a une certaine fierté. En fait, non, c'est-à-dire qu'avec les pays balkaniques, les relations sont bonnes parce que la Turquie, c'est un pays économiquement puissant, fort, et ce que aiment les pays balkaniques avec la Turquie, c'est qu'au niveau économique, on coopère, et au niveau politique, la Turquie ne va pas leur imposer un certain nombre de normes de respect des droits de l'homme. Donc, dans beaucoup de pays des Balkans, on est aussi un peu à la recherche de ce modèle d'ouverture économique et entre guillemets, de fermeture politique. Donc, de ce fait, les relations sont assez bonnes et assez rapidement, pendant la crise, la Turquie a envoyé de l'aide à l'Albanie, à la Serbie, à la Bosnie, bien évidemment, et tout ça pour essayer de continuer à donner une bonne image positive de la Turquie. Des aides humanitaires ont aussi été envoyées en Asie centrale, mais ça, c'est une tradition assez importante pour la Turquie, pour les pays turcophones d'Asie centrale. Mais là, on peut noter une toute petite nuance, un changement dans le sens où l'actuel pouvoir, Erdogan, quand il est arrivé au pouvoir, en fait, les États turcophones d'Asie centrale n'avaient pas beaucoup d'importance pour lui parce qu'il était dans une logique de Oumma, du musulman, l'ethnicité n'avait pas beaucoup d'importance pour lui. Or, depuis quelques années, avec la détérioration de la situation sécuritaire au Moyen-Orient, le fait que la Turquie ait perdu une partie de ses partenaires ici dans la région, et le fait aussi qu'au sein du pouvoir politique turc, il y a une composante nationaliste avec le Parti de l'Action nationaliste. Là, il y a une espèce de renouveau, de regard d'intérêt pour les pays turcophones d'Asie centrale, et notamment avec l'Ouzbékistan, qui maintenant a des relations excellentes avec la Turquie. Et de ce fait, une bonne partie de l'aide humanitaire a été envoyée dans les républiques d'Asie centrale. Le Moyen-Orient n'a pas été négligé. Il y a des aides qui ont été envoyées en Iran, en Irak, en Palestine, en Jordanie aussi. Et enfin, même les pays développés, ça aussi, ça fait partie de la fierté turque, ils ont envoyé de l'aide médicale aux États-Unis, même en France, je crois, avec une certaine fierté, avec une démonstration, une publicité ostentatoire pour montrer qu'on a les moyens d'aider ces pays parce que nous, on est en pleine forme. Donc tout ça pour donner une image positive de la Turquie. Et en fait, là, j'ouvre une toute petite parenthèse pour vous dire aussi que cette aide, comme toujours, elle a été un peu ciblée, orientée, calculée. Et par exemple, quand on a vu l'aide envoyée à l'Arménie, à Israël, c'est que vraiment, c'était des choix politiques très forts. Avec l'Arménie, il y avait des Arméniens migrants, il y a beaucoup de travailleurs arméniens qui travaillaient à Istanbul. Ils étaient bloqués là, la Turquie a tout fait pour les rapatrier. Et ça montre à quel point la Turquie, qui pendant un certain temps avait tout fait pour rouvrir la frontière avec l'Arménie, ça n'a pas marché pour plein de raisons. Là, elle veut montrer qu'elle est pleine de bonne volonté pour normaliser les relations avec l'Arménie. Y compris avec Israël, les relations sont tendues. Il y a pratiquement peu de relations diplomatiques, mais néanmoins, là aussi, on sent qu'au sein du pouvoir turc, il y a une volonté, en tout cas, d'avoir un contact, un dialogue avec Israël, même si les relations sont difficiles à rétablir. Et enfin, je dirais que avec tout ça, la Turquie cherche à obtenir deux objectifs. D'abord, au niveau de la politique intérieure, le pouvoir, à travers cette aide envoyée à plusieurs pays du monde et qui sont constamment montrés dans les médias, les chaînes de télévision, dans les journaux turcs, montrer à la population turque que le pouvoir est fort, qu'il a les moyens de répondre, de faire face à la crise, et qu'en plus, on a les moyens d'envoyer de l'aide à l'étranger, et dans l'objectif de donner une certaine vigueur à la politique intérieure du gouvernement, parce qu'aux dernières élections municipales, il a perdu quelques bastions, notamment les trois grandes villes, Istanbul, Ankara, notamment les plus importantes qui ont été perdues. Et de ce fait, il y a la volonté de la part du gouvernement d'essayer de rattraper tout ça, de récupérer. Et je dirais que ça a un certain impact sur la population, parce que quand c'est montré constamment à la télévision, et que les télévisions sont dans chaque foyer, dans chaque café, partout, ça a un certain effet.
Et je pense que ça va permettre au pouvoir de se renforcer, de se stabiliser, de se renforcer, parce que, et vous donnez, là aussi c'est une autre illustration que je vous donne, peu de temps avant la crise, il y a eu la formation de deux nouveaux partis politiques créés par des anciens membres de l'AKP, des proches collaborateurs, des membres du gouvernement de Erdogan, Ali Babajan et Ahmed Davutoğlu, donc quand même c'était les barons, les piliers du gouvernement. Eh bien en fait, du fait de la crise, ces partis politiques, on n'en parle pratiquement pas. Et quelque part, je dirais que ça, cette crise a desservi l'opposition et a servi au pouvoir de se renforcer. En matière de politique extérieure, là aussi, je l'ai dit, je le répète, mais c'est important, c'est montrer que la Turquie a les moyens d'agir sur la scène internationale. Et j'arrive à la quatrième, et non, en fait, la conclusion de cette présentation pour dire est-ce que cette politique de diplomatie du coronavirus, est-ce qu'elle a les moyens, est-ce que ça va permettre à la Turquie de redynamiser, de redonner à la politique extérieure de la Turquie une certaine vigueur, une certaine image positive. Et là, je dirais que c'est compliqué. C'est difficile parce que le fait que l'épaisseur, la profondeur de la crise qu'il y a entre la Turquie et certains de ses partenaires, par exemple, les États-Unis et l'Europe, font que, à mon avis, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas parce qu'il y a trop de points de friction pour que ces initiatives prises permettent à la Turquie de surmonter ces difficultés. C'est la première. Ensuite, c'est que, et ça on oublie de le dire, c'est qu'il y a tellement de tensions dans la région, c'est qu'en fait, l'effet d'isolement, la question d'isolement de la diplomatie turque ne vient pas que de la manière dont la politique extérieure turque a été conduite ces dernières années. Il y a aussi, vous avez le climat sécuritaire qui s'est considérablement détérioré. Vous avez la guerre en Syrie, l'Irak. Donc tout ça aussi, je pense que fait que, à mon avis, ça ne suffira pas. Et ensuite, ça a aussi lié la personnalité du président de la République en Turquie. On a l'impression en fait que ça exaspère tellement à l'étranger que même si ça va bien, bon, on dira que ça ne va pas parce que on fait le lien, l'amalgame entre Erdogan et la Turquie. Or, on oublie souvent de constater qu'en fait, que la Turquie est plus grande qu'Erdogan. Il y a quand même des potentialités de relancer la coopération. Mais je pense qu'il y a aussi une fixation sur la personnalité du président. Et de ce fait, je pense que ça va être difficile de réparer, de remettre la diplomatie turque sur des nouvelles bases, comme c'était voulu pendant la crise. Et ensuite, et je finirai avec ça, c'est qu'en fait, quand on parle de soft power, de hard power, je pense qu'il faut sortir aussi un peu de la région de Turquie, du Moyen-Orient, pour montrer que malheureusement, c'est partout dans le monde entier qu'il y a une espèce d'effet de démode, de dépassement du soft power, de plus en plus dans beaucoup de pays. La question sécuritaire redevient cruciale et dans de telles conditions, il est difficile pour un pays comme la Turquie ou d'autres pays de recréer une politique de soft power, une diplomatie, une vision, une image agréable, positive, poétique, romantique, etc. Donc, je vais arrêter là. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions. J'espère ne pas avoir été trop rapide ou confus. Non. Et nous avons largement le temps de débattre, de discuter. Et merci pour votre participation. Merci beaucoup. Merci Bayram pour cette présentation assez fournie et assez riche. J'ai une question. Et je ne sais pas pourquoi je n'apparais pas sur l'écran, mais ce n'est pas grave. Moi, je te vois. Moi, je te vois. Très bien. Et le plus important, c'est la question. Voilà, beaucoup plus important que moi. Oui. Hier ou aujourd'hui, je crois hier, l'agence Anatole a diffusé une nouvelle assez originale, c'est-à-dire concernant une déclaration du ministre des Affaires étrangères en liaison avec l'Égypte, où il dit, là je suis en train de traduire, alors désolé pour cette traduction simultanée, que nous avons essayé de communiquer, même le président Erdogan lui-même, il a fait réaliser quelques communications avec l'Égypte, mais la situation en Libye a mis fin à ces communications et a renouvelé a mis fin à ces négociations.
Et il ajoute que même si la Turquie est contre le coup d'État en Égypte, mais on est ouvert à dialoguer et à collaborer avec l'Égypte. Bon, c'est vrai qu'il dénonce en même temps le coup d'État qui a amené le général Sissi au pouvoir, mais aussi j'ai senti dans cette déclaration une certaine ouverture vers l'Égypte qui n'était pas du tout présente dans le discours diplomatique turc il y a quelques semaines, voire quelques jours. Alors, comment tu peux expliquer ce changement ou tu crois que ça entre toujours dans une diplomatie sans fin? En fait, je me demande si c'est pas, ça ne relève pas plutôt de la rumeur. Mais en même temps, je ne serais pas surpris que de la Ah part non, du pouvoir turc, c'est qu'on c'est ait… Anatole Agence. J'ai la traduction ici chez Ok, moi. d'accord. Alors, je pense qu'effectivement que, ben, c'est-à-dire que le pouvoir d'Erdogan n'est pas non plus, c'est-à-dire qu'il est obtus, il est droit dans ses bottes sur plein de questions, plein de sujets, mais en même temps, il est capable de pragmatisme et quand il est en difficulté et quand l'intérêt du pays l'exige, je pense qu'il est capable de changer. Et là, sur le fond, il ne change pas, c'est-à-dire qu'il condamne le coup d'État. Là-dessus, il n'y a pas de changement, mais que malgré ça, il y a une volonté de dialogue. Et je pense que c'est lié au fait qu'en Méditerranée, dans tout ce qui est les initiatives qui ont été prises par l'Égypte et d'autres pays méditerranéens en matière de recherche de gaz et de forums sur le gaz, je pense que la Turquie est tellement exclue. Et de ce fait, ils essaient de briser un peu cette union sacrée faite montée contre la Turquie, parce que c'est vrai que là, pour le coup, c'est une vraie initiative qui est vraiment hostile à la Turquie. Vous avez d'un côté quand même Israël, l'Égypte, Grèce, Chypre, avec le soutien de l'Europe, voire des États-Unis, pour soutenir ce projet de pipeline qui a été conçu exprès, mais vraiment d'une manière claire et évidente pour marginaliser la Turquie. Donc les Turcs, ils ont deux options, ou répondre par la force, c'est ce qu'ils ont fait, en envoyant, je crois qu'à un moment, ils ont envoyé le navire de sismique, enfin de recherche d'énergie. Et apparemment, là aussi, la version, le volet diplomatique, c'est essayer de se rapprocher, d'entamer un dialogue, parce que à long terme, s'il n'y a pas quelque chose qui est fait pour la Turquie, c'est vraiment une grande perte que d'être marginalisé dans ses prospections énergétiques. D'accord. Là, je vois une autre question, mais en fait, je les vois, les questions. Non, mais moi, je te pose mes questions d'abord avant de Ah, prendre d'accord, ok, 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 ok. les internautes. Ok. Euh, il y a beaucoup de rumeurs, ou peut-être ce ne sont pas des rumeurs, qui sont dans la presse occidentale, et même dans une étude qui est parue il y a quelques jours d'une institution scientifique prestigieuse à Londres, qui considère que la Turquie occulte les chiffres exacts en ce qui concerne la maladie. Est-ce que c'est vérifiable, ça reste toujours dans le domaine des rumeurs, ou c'est aussi par cette manière de tout mettre dans le panier de l'animosité personnelle contre le président, où on considère tout ce qui provient de la Turquie comme étant une propagande ou comme étant n'est pas vérifiable? Est-ce que je peux répondre? Bien sûr. Alors, il y a eu beaucoup de querelles, en fait, sur le nombre de morts, sur comment calculer, etc. D'ailleurs, il y a une remarquable étude qui a été publiée par l'Institut Montaigne, en anglais et en français, par deux chercheurs turcs vraiment d'excellent niveau, euh, qui montre qu'effectivement, je pense qu'effectivement, là, les chiffres que je donnais tout à l'heure, je pense qu'il y a des fortes chances qui sont un peu plus élevés. Euh, mais même s'il y a 25% de plus, ça reste quand même s'il y a 50% de plus, ça reste quand même des chiffres corrects, pas beaucoup. C'est-à-dire que même s'il y a eu, non pas 5000, là je dis 4000 et quelques, on va dire 5000, même s'il y a eu 5000, 7000, même s'il y a eu 10 000, ça reste quand même pas beaucoup. Mais ceci dit, effectivement, dans beaucoup de pays, pas seulement en Turquie, parfois, certains décès, on les attribuait à d'autres causes que le coronavirus, parce que vous savez très bien qu'on ne meurt jamais directement de cette maladie, parce que ça déclenche, ça se marie à d'autres maladies, et parfois, dans l'intérêt des statistiques, un État peut effectivement tricher un peu, mais je pense que même avec une certaine tricherie, ça reste quand même la gestion de la crise a été assez bonne. Il n'y avait pas beaucoup de décès, mais encore une fois, pas seulement parce que ça a été bien géré,
mais aussi lié aussi à la structure de la démographie, à la démographie turque, et aussi au fait que les Turcs, traditionnellement, ils s'occupent de leurs malades au lieu de les mettre dans des hôpitaux, dans des EHPAD, où le virus circule beaucoup plus facilement. D'accord. Alors, une question, pourquoi le pouvoir ressent-il le besoin de renforcer la répression durant cette période s'il veut présenter une image favorable à l'extérieur? Mais ça fait partie du paradoxe du gouvernement en Turquie, des fois, c'est-à-dire que c'est une tradition, c'est devenu une tradition de marier, enfin de souffler le chaud et le froid, de prendre une initiative positive et une autre négative dans la foulée. Effectivement, donc il n'y a pas de rationalité. C'est vrai que tout à l'heure, je n'ai pas beaucoup parlé de la politique intérieure. Ça peut être une possibilité pour le pouvoir de créer une espèce d'union sacrée, de décrisper un peu la situation politique, le climat politique en Turquie. Et en fait, non, on a l'impression en fait, que le pouvoir avait envie de montrer une posture beaucoup plus musclée. J'ai envie de dire, il y avait des rendez-vous en fait, qui ont été manqués entre le pouvoir et l'opposition. Et après, moi, je ne sais pas dans l'esprit, dans la tête du pouvoir, peut-être qu'il a calculé que dans son intérêt, il n'a pas envie, il n'a pas intérêt probablement à entamer un dialogue, un rapprochement ou, euh, avec l'opposition. Donc peut-être que c'est comme ça qu'il voit ses intérêts, malheureusement. Une deuxième question, comment le confinement s'est-il organisé dans le sud et est de la Turquie? Y a-t-il eu des réactions de la part de la communauté kurde? En fait, non, je pense que c'est pas une bonne idée que de raisonner par rapport à le Covid sur les Kurdes ou les Turcs ou les Arabes ou les Sunnites ou les Alevis. Je pense qu'il ne connaît pas de frontières, il touche tout le monde. Et pour ce qui est des régions kurdes, je dirais qu'elles ont été les moins touchées parce qu'en fait, c'est surtout Istanbul. Je crois que 60% des cas, c'est Istanbul. Istanbul compte 15 millions ou 16 millions d'habitants, mais la moitié des cas, c'était à Istanbul, pour une raison évidente, c'est que Istanbul est un véritable hub. Vous avez l'aéroport le plus grand aéroport du monde. Vous avez beaucoup d'allers-retours, de voyages, alors que les villes d'Anatolie centrale et orientale, les régions kurdes, la région d'Anatolie centrale, c'est une région qui est moins marquée, moins ancrée, moins connectée, moins marquée dans la mondialisation. Et de ce fait, il y en a beaucoup moins que dans les grandes villes d'Istanbul et d'Ankara et d'Izmir. Ok. Alors là, c'est un commentaire où l'internaute dit Je confirme que la Turquie a envoyé 4000 masques et blouses médicales en France, dont une partie ont été donnés à la région Grand Est, dont je suis originaire. Cela a d'ailleurs fait réagir un politicien français qui a tweeté que la France est tombée bien bas vis-à-vis de Macron et d'Erdogan. Oui, oui, je suis au courant et je vois très bien quel est l'homme politique français qui a posé cette question. Ça ne m'a pas surpris et ça ne le rend pas plus grand. Je ne dirai pas son nom, mais malheureusement, c'est une réaction presque raciste. Euh, donc, merci d'avoir posé cette remarque. Je vois aussi, c'est Nathalie Ritzmann. Merci beaucoup. Bonne question, bonne remarque. Voilà, je pense que là, il n'y a pas de réponse, c'est plutôt un commentaire. Et est-ce qu'il y a eu de l'aide qui a été aussi envoyée en Allemagne parce que les relations sont spéciales et je t'aime moi non plus entre la Turquie et l'Allemagne? Je n'ai pas vérifié, mais il se pourrait que certaines communautés turques, des associations turques d'Allemagne aient fait venir quelque chose, c'est bien possible, mais ce n'est pas ce qui a sauté aux yeux en fait. C'est surtout pour les États-Unis, pour la France, que ça a été très médiatisé, et pour les autres pays bien évidemment, mais pour l'Allemagne, je n'ai pas vu passer les chiffres en fait. Et la dimension religieuse, cher Bayram, est-ce qu'elle a joué un rôle important dans le choix? Tu l'as dit tout à l'heure que concernant les Balkans, ce n'était pas ça à la base, mais est-ce que ça a joué un rôle dans le choix des destinations de l'aide ou bien même au niveau intérieur? Est-ce que la dimension religieuse a joué un rôle important dans la gestion de la pandémie? Alors, le religieux en fait, qu'on soit dans un pays musulman ou chrétien, le religieux, pour ce genre de choses, pour ce genre d'événements, pour ce genre de crise, est très important parce que, d'abord, face à une telle frayeur, je pense que le religieux, son rôle, c'est aussi d'expliquer
rassurer les fidèles, de leur expliquer pourquoi est-ce que c'est une punition divine, ou est-ce que c'est la nature, est-ce que c'est la science. Donc ça, c'est important. Le deuxième rôle de la religion, c'est étant donné qu'il s'agit d'un virus qui circule, qui voyage, et que par définition, les religions, elles rassemblent, elles organisent des voyages, des pèlerinages. Donc, ce sont des faits, des événements qui contribuent à la diffusion de ce virus. Et de ce fait, le religieux est important. Et en Turquie, on a vu comment, j'ai dit tout à l'heure, le religieux s'est mobilisé pour pousser, inciter les fidèles à rester à la maison, à prier à la maison. Il n'y a plus de prière de vendredi, pas de prière collective. Au mois de Ramadan, chacun est resté chez soi, alors que d'habitude, c'est une période festive où on fait le Ramadan, où on fait le iftar tous ensemble. Il y a ce qu'on appelle la prière de Tarawih. Cette année, tout ça, en fait, ça ne s'est pas vu. Tout ça, c'est resté il y a une espèce de repli sur la sphère privée, personnelle, intime, pour pratiquer d'une manière personnelle et pas du tout collective. Et en cela, je dirais que la Diyanat a remarquablement bien joué son rôle, alors qu'on a vu dans d'autres mouvements religieux, elle disait qu'il fallait la force de la foi, on était protégé par la foi, par la pratique, et que Dieu était beaucoup plus fort. En fait, non, la Diyanat a suivi les recommandations, je dirais, scientifiques du pouvoir et des médecins pour faire ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire inciter les gens à rester chez eux. Et l'appel à la prière a été modifié pour cela. Alors qu'il me semble que dans d'autres pays, on a eu, par exemple, en Inde, une fondation très connue qu'on appelle les Tabliris. Au contraire, ils avaient une attitude un peu irresponsable. On continue à pratiquer les déplacements et les pèlerinages. En Turquie, ça n'a pas été le cas. Et pour répondre au dernier élément de ta question, c'est est-ce que dans l'envoi d'aide humanitaire à l'étranger, est-ce qu'il y a une espèce de préférence religieuse? En fait, non. Non, c'est vraiment, je pense que, bien évidemment, il y a une tradition d'aide aux musulmans, ça c'est fort avec l'AKP, mais même des pays non musulmans, dans les Balkans, ils ont été aussi envoyés à des pays qui ne sont pas forcément musulmans, et à ce niveau-là, il n'y a pas eu de discrimination ou de préférence islamique ou pas. Et pour rester toujours à l'intérieur, est-ce que les partis politiques de l'opposition notamment ont tiré sur l'ambulance, comme on dit en français, ou ils ont profité de cette occasion pour critiquer encore plus la gestion de l'État? Ils ont cherché la petite bête pour relancer leur critique, ou bien il y a eu un sentiment d'union nationale? Et c'est en liaison avec la question tout à l'heure concernant la répression. S'il y avait une union nationale ou un sentiment d'union nationale, est-ce que ça n'a pas aidé aussi à soulager un petit peu les relations, normaliser plutôt les relations entre l'opposition et l'AKP? En fait, l'opposition, d'abord, elle a aussi été un peu paradoxale. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où malheureusement il y a un recul de l'état de droit. La Turquie est un pays beaucoup plus libre il y a quelques années. Il ne l'est pas, malheureusement. Et là, face à la crise du coronavirus, le pouvoir, il a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'il a pris des mesures de confinement. Donc, et ce qui a été assez remarquable et un peu ironique même, c'est que au début de l'opposition reprochait même au pouvoir de ne pas aller assez vite dans l'enfermement des gens à la maison chez eux. Alors d'habitude, elle demande plus de liberté, plus de mouvement. Et là, en fait, elle reproche au gouvernement de ne pas aller assez vite pour confiner. Donc, c'était assez ironique. Par contre, avec l'opposition, je trouve qu'elle avait peu de chance. C'est-à-dire que quand c'est comme ça, en fait, les moments de crise, que ce soit humanitaire ou naturel ou cas de guerre, c'est jamais beau pour l'opposition. C'est toujours comme ça, en fait, que le pouvoir, dans ces moments-là, en fait, il arrive à mieux contrôler, à mieux s'imposer. Et là, l'opposition, elle n'avait pas fait grand-chose. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, elle avait deux partis qui venaient de se créer. Et face à cela, les partis politiques ont été complètement éclipsés. Et le pouvoir n'a pas voulu avoir la politique de la main tendue vers l'opposition probablement parce que ce n'était pas dans son intérêt. Moi, je trouve que personnellement, que ça aurait pu être une bonne chose pour le pays, mais visiblement, ça a été vu différemment par le pouvoir. Et ça a contribué, c'est-à-dire que ça n'a pas aidé à mettre fin à la polarisation en Turquie qui est forte depuis 2013. Et la polarisation s'est maintenue, voire s'est renforcée pendant cette crise du corona. Très bien. Une question des internautes. Est-ce que la crise Covid-19 a renforcé la xénophobie contre les étrangers en Turquie? D'abord, je pense qu'il faudrait demander contre les réfugiés, parce que les étrangers, c'est surtout les réfugiés, en fait.
Euh, je ne pense pas, en fait. C'est-à-dire que, effectivement, vous avez 4 millions de réfugiés en Turquie, syriens, mais pas seulement, beaucoup d'étrangers. Mais je ne pense pas. C'est que, effectivement, je pense que la crise a touché durement ces réfugiés parce que ce sont des populations vulnérables, qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui économiquement ne peuvent pas se permettre de rester à la maison parce qu'il faut qu'ils travaillent tous les jours pour pouvoir se nourrir. Donc, de ce fait, les réfugiés ont été plus touchés que par les autres. Mais ça, malheureusement, c'est le lot. C'est toujours le cas pour les réfugiés, qu'ils soient en période de crise ou pas de crise. Mais la xénophobie, non, je ne pense pas. Il y a toujours eu une certaine aversion chez certains Turcs vis-à-vis des réfugiés, mais ce sentiment existait déjà avant la crise et il n'a pas été plus renforcé que cela par la crise du coronavirus. Tu as parlé du secteur des hôpitaux et des médecins qui ont fait du très bon travail. Est-ce que aussi la société civile turque, qui autrement était très active et peut-être elle est moins avec les contrôles, les restrictions, est-ce qu'elle a joué un rôle important aussi dans la gestion de la crise ou elle a été mise à l'écart? Alors, très bonne question. D'abord, on avait pu constater en fait en Turquie qu'il y a une tension, une crise entre le pouvoir et l'opposition. Donc, de cette opposition aussi la société civile. C'est qu'en fait, pour aider les personnes les plus touchées par la crise, les municipalités d'Istanbul et d'autres de l'opposition ont lancé une campagne de collecte de fonds, d'argent, pour aider les plus nécessiteux. Et en fait, le pouvoir turc, constatant que ça pouvait être une source de renforcement pour rendre l'opposition plus populaire aux yeux de la population, en fait, cette collecte, cette initiative a été brisée, stoppée par le pouvoir, qui estimait qu'elle était contraire à la loi, qu'elle formait une espèce d'État dans l'État et qu'elle avait un côté un peu séparatiste. Elle a été stoppée. Et du coup, c'est le pouvoir, l'État qui a organisé, lancé lui-même sa propre initiative, sa propre campagne de collecte de fonds pour aider les gens en difficulté, et ça a marché d'ailleurs. Euh, mais pour ce qui est de la société civile, elle a quand même réussi, dans certaines communes, dans certaines villes, à s'organiser d'une autre manière. Et je me souviens qu'à Istanbul, il y avait une campagne assez intéressante. Ceux qui avaient les moyens, ceux qui avaient du mal à payer leurs factures eau, gaz, électricité, ils les envoyaient à la municipalité avec des associations. Et puis, ces factures étaient payées par l'argent qu'on avait collecté un peu partout. Et à ce niveau-là, on a trouvé que la société civile avait été assez dynamique. Mais on est quand même en Turquie dans un État assez fort qui a l'habitude de faire face à des crises comme les tremblements de terre. Il y en a souvent en Turquie, malheureusement, des tremblements de terre, des catastrophes naturelles. Et je pense que l'État était assez fort, en fait, pour faire face à une telle situation. Alors, comment tu expliques, comme tu as évoqué tout à l'heure la question des réfugiés, comment tu expliques la tolérance à leur égard qui a été exprimée durant la crise sanitaire? Mais je crois qu'ils réalisent à quel point que les Turcs, pas seulement les Turcs, partout, on réalise que c'est une crise qui n'est pas liée. On sait qu'elle vient de Chine. À la rigueur, si on avait une communauté chinoise bien établie en Turquie, peut-être qu'on aurait organisé des pogroms contre les Chinois, mais ce n'est pas le cas. Il y a très peu de Chinois ici. La crise n'est pas venue d'Iran parce que l'Iran en a assez vite fermé les frontières. Donc, de ce fait, à un moment, il y a eu quelques querelles en Turquie entre les plus religieux, comme souvent c'est le cas en Turquie, entre les ultra-séculiers et les religieux. On a dit, par exemple, que les laïcars d'Istanbul, les ultra-séculiers, ultra-laïcars, ont dit que c'était en partie à cause du pèlerin, des pèlerinages à la Mecque, parce qu'effectivement, il y a eu des pèlerins qui étaient rentrés, et effectivement, ils n'avaient pas respecté les consignes des confinements. Certains avaient été parqués dans des cités universitaires, mais ils sont partis sans respecter les règles. Donc, on a pu voir certains dire que c'est à cause de ces ultra-religieux. Et puis, les religieux vont dire que c'est à cause de ces stambouliotes occidentalisés qui voyagent tout le temps, qui sont dans les avions, qui vont à l'étranger. Mais ce n'est pas une crise qui a été très, très, très forte, en fait. On voit très bien, en fait, que le monde entier est touché, qu'il n'y a pas que la Turquie. La moitié de la planète, ce que je dis, la moitié de la population de la planète était confinée, enfermée à la maison. Donc, on voit très bien, en fait, que ça n'a pas aucun rapport avec tel ou tel segment de la société en Turquie.
Il y a une question d'internaute, mais tu l'as déjà traitée concernant le mouvement de solidarité au sein de la société civile. Après, il y a une autre question La qui... première, elle est en turc, non, oh, pardon, en arabe, la pas première. grave. Si c'est en turc, ça aurait été de l'ottoman. Alors, il y a une question, si la Turquie a si bien géré la crise du Covid, n'est-ce pas aussi à cause d'une tendance grandissante de privatisation du système de santé turc, notamment hôpitaux et dispensaires, etc. Est-ce que cette privatisation exacerbe-t-elle des inégalités socio-économiques dans le pays? Alors, c'est une bonne question. C'est un point que je n'ai pas mentionné, c'est qu'en fait, parce que moi j'avoue que je ne suis pas un spécialiste des questions de santé, de public et de politique de santé, mais effectivement, en Turquie, ces dernières années, le privé a été très fort, une bonne privatisation du système de santé, et le fait qu'il y ait cette privatisation a permis, dans le privé, ils ont des réponses rapides à ce genre de crise. Ils ont par exemple, pour tout ce qui est soins intensifs, les hôpitaux privés sont très bien équipés. Et face à cela, cette mobilisation avec le soutien de l'État, il y a eu la possibilité de faire face et je pense que ça a beaucoup, beaucoup contribué à, à mieux répondre, à mieux faire face à la crise. Donc, ce qui est d'habitude très décrié, critiqué avec un système pour les riches, ceux qui ont les moyens, là, pour le coup, ça a servi à tout le monde et même ceux qui n'ont pas les moyens, ils ont été soutenus. Et pour l'avoir fait moi-même, la semaine dernière, je suis allé ici à l'hôpital parce que j'avais un doute. J'ai fait l'analyse de tests Covid. En fait, il est gratuit pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui le paye. C'est complètement pris en charge par l'État. J'ai regardé quelques vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y avait des ressortissants français ou turcs d'origine français d'origine turque, etc., qui se baladaient à Istanbul pour filmer des images, des photos, des vidéos qui montrent que la Turquie a beaucoup plus pris en considération la pandémie que la France. C'est-à-dire, ils montraient avant même que la France distribue des masques, qu'il y avait des masques partout, qu'à la pharmacie, on te donne le masque sur ta carte d'identité gratuitement et que quand tu rentres dans les grands magasins, tu trouves les fruits et les légumes déjà dans des sacs plastiques pour ne pas toucher à tout. Est-ce que c'était aussi une façon de faire la propagande ou c'est la réalité? Je pense aussi, bon, il y a un peu les deux, mais je pense aussi le reflet d'une certaine frange de la population européenne originaire de Turquie. Vous avez les originaires de Turquie en France. Ils ont un rapport très romantique, passionnel à la Turquie, à leur pays d'origine, même pas leur pays, le pays de leurs parents, c'est souvent le cas. Donc, ils ont tendance à idéaliser un peu ce que fait la Turquie, ce que fait la politique d'Erdogan. Et effectivement, ceci dit, c'est vrai qu'ils voyaient effectivement qu'en Turquie, il était beaucoup plus facile de se procurer des masques qu'en France. Paraît-il, c'est une réalité. Ça, c'est à vous de le dire parce que vous habitez en France, moi j'habite en C'est vrai, Turquie. c'est vrai. Et de ce fait, ça a incité certaines associations turques, souvent conservatrices, nationalistes, enfin, en tout cas proches du pouvoir, pour montrer en fait qu'ils avaient été négligés en France et qu'en Turquie, au contraire, le pouvoir est là et présent et qu'il est même capable de penser d'envoyer de l'aide à ses frères à l'étranger. Mais effectivement, c'est vrai que c'est c'est pas non plus l'opinion de tous les Turcs. Vous avez aussi des Turcs en France, parce que les Turcs, qui soient ici ou à l'étranger, ils sont très polarisés. Vous avez la communauté turque, ceux qui sont partis après le coup d'État de 80, ils sont partis pour des raisons politiques, c'est souvent des gens de gauche, donc ils ont au contraire une vision très négative de pouvoir actuel en Turquie. Et il y a les autres, ceux qui sont partis avant, ou ceux qui sont beaucoup plus déjà d'un milieu très conservateur. Au contraire, ils ont tendance à idéaliser, à saluer constamment toutes les politiques d'Erdogan, et notamment quand ils s'adressent à eux, à l'étranger, où ils ont un sentiment de ne pas être compris, soutenus par leur pays d'accueil, et que, alors qu'Erdogan pense à eux. Et par rapport à l'implication militaire turque dans des pays comme la Syrie, la Libye, est-ce que la question de la pandémie se pose ou on oublie complètement cette dimension
c'est-à-dire, est-ce que les soldats sont amenés à vivre dans des zones où bien peut-être contaminées ou peut-être très rapprochés les uns des autres? Est-ce que ça pose un débat sur cette question ou c'est complètement oublié? Alors, honnêtement, je n'ai pas beaucoup étudié cette question, mais il me semble que même pendant la pandémie, les opérations, la guerre ne s'est pas calmée. Au contraire, enfin, c'est-à-dire que pour la Turquie, c'est une question importante. Et que d'ailleurs, je pense que, par exemple, que ce soit en Syrie ou en Libye, je pense que les opérations ont continué, peut-être avec moins d'intensité que s'il n'y avait pas eu la pandémie, mais que pour dire que la pandémie n'a pas arrêté, n'a pas gelé les conflits, en fait, pas du tout. Et, parce que pour la Turquie, c'est une question fondamentale importante, la question de la sécurité. Et ils ont tellement investi, je pense que là-dessus, il n'y aura pas de concession là-dessus. Et si demain, il y a un changement de pouvoir, c'est une question nationale, c'est une question d'État. Ça dépasse la question de Erdogan. Si demain, il y a un changement de pouvoir, je pense que la même chose va se poursuivre. Le changement de politique étrangère ne sera pas d'un seul coup fondamental, radical. Il y aura quand même une certaine continuité entre les pouvoirs. Et pour revenir aux relations extérieures de la Turquie, concernant les relations très ambiguës avec la Russie, notamment actuellement en Libye, il y a eu un accord en Syrie, l'accord est plus ou moins respecté. En Libye, est-ce que tu penses qu'il y aura une réplique de l'accord avec la Russie en Syrie ou ça va être géré autrement? Et je pense que ça dépend des Européens. C'est-à-dire que là, les Européens, ils ont tellement démissionné, qu'ils sont tellement out, que pour l'instant, s'il ne faut rien, je pense que ça va être effectivement un scénario, une espèce de solution turco-russe pour la Libye, mais avec des rôles complètement inversés. Comme tu as pu le constater, en Syrie, euh, c'est euh, c'est la Russie qui se fait inviter par un gouvernement, alors qu'en Libye, c'est le contraire. Mais je pense que pour les Turcs, l'idée d'aller, ce que certains appellent l'aventure libyenne, je pense que pour les Turcs, ils savent très bien qu'ils n'ont pas les moyens de gagner la guerre. Ce n'est pas possible. Pour eux, l'objectif, c'est d'être présents parce qu'ils sont tellement marginalisés. Il y a une telle coalition contre eux en Méditerranée que le seul moyen pour eux de briser cette coalition, c'était d'aller en Libye. Et aller en Libye, pour eux aussi, c'est un partenaire important. C'était aussi un moyen pour eux de montrer que la Turquie peut être un acteur en Méditerranée, sur la scène internationale, et que c'est aussi un moyen, et là-dessus, j'insiste sur ce point-là, c'est qu'en fait, il s'agit, par l'action de la Turquie, non pas de gagner, de récupérer tout le territoire, mais de faire en sorte que les deux parties soient obligées de négocier pour une solution politique, parce que très bien, tout le monde le sait, en fait, que la solution n'est pas militaire, mais les politiques. En cela, je trouve, moi je ne suis pas spécialiste de la Libye, mais il me semble que je connais leur stratégie, elle était plutôt bonne, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à stopper l'avancée de Haftar, qui a même, je crois, tu sais ça mieux que moi, il a même reculé. Et de ce fait, je pense qu'il est plus en mesure de négocier maintenant, grâce à l'intervention des Turcs, qu'avant. Avant, il était dans une logique, on ira jusqu'au bout, mais là, les choses ont changé. Et je pense qu'effectivement, il y aura une espèce de partenariat turc-russe en Libye, comme en Syrie, mais avec des rôles complètement inversés. Il a tellement reculé que ses employeurs pensent à le remplacer. Est-ce qu'il y a un candidat? Bah, le président du Parlement de Tabrak, Aqil Ah oui, Saad, d'accord. en tout cas, tu penses, bon, c'est quand même dans l'avenir, mais quand même, on essaye de voir dans l'avenir, nous, même si on n'ose pas trop. Est-ce que tu penses qu'après cette crise, les effets sur les relations étrangères, extérieures de la Turquie dans le futur, voire le futur proche, pas le futur très lointain, vont être affectés, vont avoir une révision quelconque, surtout avec les dernières déclarations très critiques des gens, des anciens de l'AKP, comme l'ancien ministre des Affaires étrangères, Daoud Oglu. Est-ce que tu crois que la gestion des relations extérieures va prendre une autre voie ou on va continuer sur la même voie précédente? Honnêtement, je ne m'attends pas à un changement radical dans les relations de la politique extérieure de la Turquie. Je ne pense pas. Il y aura probablement un changement progressif, graduel,
qui va mettre du temps. Et puis, le contexte n'est pas lié que à la Turquie. Il ne s'agit pas, je pense, d'une manière générale, c'est qu'il y a un tel niveau de tension et de problèmes de sécurité dans la région, c'est qu'en fait, ça mettra du temps. Je pense que on va continuer à faire chacun va faire un effort de son côté pour gérer les relations pendant les 4 ou 5 années à venir. Mais et puis qui sait, peut-être que la Turquie, elle n'aura plus jamais les relations qu'elle avait avant avec l'Europe. Peut-être que c'est un processus historique, c'est-à-dire qu'ils ont essayé, la Turquie a essayé des réformes, beaucoup de volonté, énormément de choses pour se rapprocher, mais que ça ne marche pas. Ça ne marche pas à cause de la Turquie, à cause de l'Europe, parce que c'est pas fait, on n'est pas fait pour intégrer la Turquie dans l'Union européenne. Et de ce fait, la Turquie va devenir probablement un acteur autonome, difficile à gérer, ni à l'est ni à l'ouest, ou dans les deux. Et je pense que c'est une situation qui va durer encore pas mal de temps. Et puis pourquoi exiger que la Turquie soit à l'est ou à l'ouest? Elle peut très bien aussi être entre les deux ou par-dessus tout ça. Donc il n'y a pas de règle pour ça, je trouve. Ben, je profite pour te poser une question pour 1 million. Ah. Est-ce que tu crois qu'il est possible que la Turquie change sa politique avec le régime syrien, vu que personne ne veut le départ de Bachar, malgré tout ce qui se passe dernièrement, malgré tous ces scandales financiers, relationnels au sein de la famille royale en Syrie et tout, mais personne ne bouge le petit doigt pour dire quoi que ce soit au niveau européen et ailleurs. Est-ce que tu crois que la Turquie est capable de revenir sur ses pas et renouer des relations aussi amicales et aussi proches avec la Turquie comme ça a été avec la Syrie comme ça a été auparavant? Honnêtement, je ne le pense pas. C'est-à-dire que ce n'est pas dans l'intérêt de la Turquie. C'est-à-dire que maintenant, si demain, par miracle, Bachar et Erdogan ils repartent en vacances avec leurs épouses comme ils l'ont fait dans le passé, ce n'est pas pour autant que ça va régler les problèmes de la Turquie. Le problème de la Turquie, c'est qu'en fait, la Turquie est entrée en conflit avec le régime de Bachar. Elle ne savait pas que ça allait régionaliser la question kurde et faire de PKK un acteur régional. Maintenant que le PKK est un acteur régional, incontournable, il a eu le soutien des alliés de la Turquie, il ne faut pas l'oublier, avec les États-Unis et même l'Europe. Et tout cela, c'est-à-dire que si demain une réconciliation avec Bachar ne veut pas arranger tout cela. Donc de ce fait, les Turcs n'ont pas intérêt. Et ils n'ont pas intérêt non plus à aller beaucoup plus en guerre contre Bachar, mais se réconcilier avec eux ne leur apporte plus rien. Donc je pense qu'ils ne le font pas. Au moins, ils vont garder une certaine dignité de ne pas se réconcilier avec lui. Il y aura peut-être de temps en temps des tractations sur certains points précis, mais de là à imaginer un retour au beau jour d'avant, je ne le pense pas. Maintenant, la question pour la Turquie, à la rigueur, ce n'est plus Bachar. Pour la Turquie, la Syrie, c'est plus Bachar, c'est plus la Syrie. C'est triste à dire, mais c'est plutôt comment faire en sorte que les régions contrôlées par le PKK, parce que c'est le cas de le dire, c'est le PKK qui est prédominant dans les régions kurdes, comment faire en sorte que ces régions ne soient pas des régions d'où vient une certaine menace ou hostilité pour la Turquie, pour l'intégrité territoriale de la Turquie, qui est la question fondamentale pour tous les Turcs, qu'ils soient de gauche ou de droite, qu'ils soient dans le pouvoir ou dans l'opposition. C'est ça qui va poser comme question, parce qu'il y a une espèce de culte de l'État, qu'on soit dans le pouvoir ou dans l'opposition. Et de ce fait, dans les années à venir, c'est ça qui va être prédominant. Et à la rigueur, la seule chose que pourrait faire la Turquie, c'est essayer de trouver un dialogue avec l'élément kurde, le facteur kurde qui est incontournable au Moyen-Orient. Et la question va être là, en fait, est-ce que le prochain pouvoir, peut-être pas celui-ci, mais le prochain pouvoir, va être en mesure de gérer ça? Moi, je ne suis pas pessimiste, je pense que c'est possible, mais ça prendra du temps. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Bayram. Je Je pense vous en prie. qu'on survolé toute la question. Et moi, j'ai profité aussi pour avoir des petites analyses concernant mon pays d'origine, la Syrie, qui est le voisin et dont tu viens d'une ville très voisine de la Syrie. Tout à fait. Et, Frontière de 900 km quand même. Hein. pardon? 900 km de frontière. 900. 900 km de frontière, aussi des familles de deux côtés de la frontière. Exactement. Moi, je sais que ma famille possédait des terrains dans la région de Bilan, à côté d'Antioche. Et les relations historiques aussi sont très ancrées dans l'histoire.
en oubliant tous les querelles et tous les intérêts et toutes les ambitions géopolitiques, mais quand même, la culture et l'histoire humaine nous rapprochent beaucoup. Je te remercie pour cette intervention très Merci riche, à vous tous très et avec grand pertinente. plaisir. Et j'aurais bien aimé être avec toi ce soir au dîner. Je sais que tu vas manger des bons plats et que tu vas te régaler. Mais je me promets de le faire très bientôt à Istanbul avec toi. Merci Bientôt, et j'espère. Merci beaucoup. à À très bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci pour nos internautes et vous êtes invités à suivre nos informations au fur et à mesure parce que nous avons encore des rencontres la semaine prochaine aussi. Ça va être annoncé très prochainement, surtout peut-être demain. Demain matin, ça va être annoncé sur notre page Facebook et notre site carep-paris.org. À bientôt.